Aujourd'hui, oui, on peut sélectionner, donc on a des catalogues de mères porteuses sur Internet, et quand on va dans les agences de GPA et on voit les photos de ces femmes, on voit leur poids, leur taille, leur travail, combien elles gagnent, quelle école elles ont fait. On sélectionne vraiment la femme parfaite pour faire l'enfant parfait. Et puis ensuite, il y a la sélection d'embryons. Une clinique de fertilité propose cette assurance où on rembourse la gestation pour autrui si l'enfant meurt dans les 2 années de vie. On parle d'un enfant, c'est-à-dire qu'il meurt et on a le droit à une GPA gratuite. Ça me terrifie. Ça me terrifie qu'on puisse faire ça pour le seul désir d'avoir un enfant. Bonjour Olivia Morel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous surtout. Alors vous êtes franco-américaine, née aux États-Unis au début des années 90 d'une mère porteuse. Vous êtes donc issue de la première génération de gestation pour autrui, ce qu'on appelle la GPA. Vous venez de publier le livre « Où es-tu maman ?» aux éditions du Rocher. Donc un ouvrage dans lequel vous témoignez des traumatismes liés aux conditions de votre naissance et où vous abordez les questions éthiques que soulève la gestation pour autrui, donc une pratique dans le cadre de laquelle une femme porte un enfant pour le compte d'un couple ou d'une personne seule, puis le leur abandonne à la naissance, éventuellement en échange d'une somme d'argent. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez tenu à écrire ce livre et à témoigner de votre expérience sur la gestation pour autrui? Alors j'ai d'abord voulu écrire ce livre parce que c'était une forme de thérapie pour moi. Je suivais déjà une thérapie avec une psychanalyste qui m'a fait du bien, mais de pouvoir écrire mon histoire, de pouvoir témoigner, de pouvoir sortir tous les mots MAUX que j'avais dans ce livre, ça m'a fait un bien fou, un bien fou. C'est très thérapeutique et c'est vrai qu'on se sent libéré ensuite. Après, j'ai voulu aussi écrire ce livre parce que mon but ultime, c'est que chaque Français puisse prendre ce livre et si ces personnes sont contre la gestation pour autrui, puissent l'utiliser pour combattre la gestation pour autrui de leur côté. Avoir des clés, des outils, des idées pour combattre la GPA. Et ça, c'était, je crois, le plus important pour moi. Alors, vous expliquez dans votre livre que vous avez grandi en sentant que vous n'aviez pas vraiment votre place dans votre famille. À quel moment avez-vous commencé à avoir des doutes sur votre filiation? Alors c'était environ, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, dans ces eaux-là, où vraiment je commençais à avoir des doutes parce que c'est vrai que ma mère me ressemble absolument pas, comme je le dis dans le livre. C'est une très belle femme, attention, mais petite, mate de peau, les yeux marrons, on se ressemblait, mais vraiment pas du tout, le pôle opposé. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais quand même, elle me ressemble pas vraiment. Et puis elle est très âgée quand même, très très âgée. Mais elle me disait pas vraiment son âge. Mais je voyais qu'il y avait un décalage entre les mères de mes copines à l'école et la mienne. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions vraiment sur est-ce que c'est vraiment ma mère ou est-ce que c'est pas elle. Oui, parce que je crois qu'elle avait une 50aine d'années quand elle vous C'est ça. Quand je suis née, elle avait 49 ans exactement. Et puis ensuite, à force de grandir, oui, elle est rentrée dans la 50aine, puis la 60aine. Et il y a un sacré décalage quand il y a des mères à l'école. Quand vous voyez à la sortie de l'école, vous êtes toute petite, vous voyez des mères de 30 ans et vous voyez la vôtre qui approche la soixantaine. Il y a ce décalage. Ouais. En revanche, vous dites dans votre livre que vous n'avez jamais eu de doute quant au fait que votre père était votre père biologique. C'est marrant, oui. Mais ça, c'était un instant. Alors, on se ressemble avec mon père, d'un point de vue physique. Pas à 100%. J'ai des traits qui sont similaires, donc je me vois en lui, même depuis toute petite. Donc j'avais vraiment cet instinct que c'était vraiment mon père. Puis il y avait cette connexion émotionnelle qui était vraiment là avec mon père. Donc je le ressentais, même toute petite. Ma mère, on avait moins de connexion émotionnelle, et puis pas du tout de ressemblance physique. C'était flagrant. Ouais. Et comment s'est passée votre enfance? Quels étaient les rapports que vous aviez avec vos parents? J'avais des rapports chaotiques avec mes parents. C'est vrai que d'un côté, j'avais peur de l'abandon, donc j'avais constamment envie d'être à côté d'eux. Donc, dès qu'ils me mettaient, par exemple au Club Med, ils me mettaient à la garderie, je hurlais, je détestais ça parce que j'avais vraiment envie d'être près d'eux.
j'avais horreur qu'on me laisse, donc j'avais vraiment envie d'être près d'eux, mais en même temps, je manquais de connexion émotionnelle avec eux. Donc c'était assez dur, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Et de quelle manière, justement, les questions que vous vous posiez sur votre filiation, les doutes que vous aviez assez jeune, finalement, vis-à-vis de votre mère, ont-ils eu un impact sur votre enfance et votre adolescence? Alors, comme je l'ai dit, la peur de l'abandon. Je pense que ça a été la chose qui m'a marqué le plus étant petite. Parce que j'ai eu plusieurs, bon, on le lit dans le livre, mais j'ai eu plusieurs situations dans lesquelles la peur de l'abandon a ressurgi de manière assez forte, où j'ai été tétanisée, où j'avais peur, où j'étais constamment en train de me dire on va encore m'abandonner. Donc j'avais cette peur-là, mais aussi j'ai eu une énorme crise d'identité pendant l'adolescence, énorme. Je ne savais pas qui j'étais, je savais pas d'où je venais, je voyais qu'il y avait quelque chose. On me disait que je venais de ma mère commanditrice, donc ma mère non biologique, mais en même temps je savais que ce n'était pas elle ma mère, donc j'avais j'étais tiraillée constamment, et ce qui fait que j'ai eu une adolescence complètement chaotique, catastrophique, qui m'a menée à l'alcool, à la drogue, puis ensuite à des situations affreuses que je décris dans le livre. Donc ça a été assez dur, ça a été assez dur. Oui, parce que ce que vous dites dans le livre, c'est que justement le fait de ne pas connaître entièrement vos racines familiales, ça vous a empêché de vous construire correctement finalement sur le plan émotionnel notamment, et ça a généré, vous dites, un sentiment d'incomplétude, de vide et une forme d'insécurité permanente. Ouais. Bien sûr, on peut pas se construire sans savoir d'où on vient, c'est impossible. On hérite de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents. C'est nos gènes, c'est qui on est. On peut pas construire. Moi, je parle toujours de maison. On peut pas construire une maison avec des fondations qui sont bancales. Elle va s'écrouler à un moment donné. Bah, moi, mes fondations étaient bancales. Il me manquait la moitié de ma maison. Donc, à l'adolescence, quand c'est le moment où on se construit en tant que personne, où on construit notre identité, où on cherche qui on est, où on cherche qui on va devenir, et ben c'est là où les fondations elles se brisent et la maison elle se casse. Et c'est ce qui s'est passé avec moi en réalité. Et vous dites d'ailleurs dans le livre qu'à l'époque vous aviez l'habitude de porter un masque en fait pour faire illusion en société et puis pour finalement éviter cette peur d'être rejeté puisque vous vouliez absolument être apprécié des gens que vous rencontriez. Oui, bien sûr, c'était à la limite de la, bon, je dirais pas de la schizophrénie, mais un petit peu. J'étais quelqu'un devant les autres et j'étais moi-même quand j'étais toute seule dans une chambre. Donc je portais ce masque de la jeune fille souriante, qui travaillait bien à l'école, qui était la parfaite fille en fait. Et puis ensuite celle à côté qui se droguait, qui buvait beaucoup d'alcool, qui se mettait dans des situations complètement catastrophiques. Et c'était épuisant, à vrai dire, épuisant. Et alors, à l'âge de 30 ans environ, votre belle-mère vous offre un kit pour faire un test ADN. Les résultats confirment ce dont vous étiez déjà convaincu depuis plusieurs années, et de fil en aiguille, vous parvenez à entrer en contact avec votre mère biologique. Oui, c'était tout un cheminement que je raconte aussi dans le livre, mais en résumé, je découvre mon test ADN. Sur mon test ADN, donc sur ce fameux site que je ne vais pas nommer parce qu'il est interdit en France aujourd'hui, je dois dire que j'ai pris le test avant qu'il soit illégal en France. Je l'ai pris en décembre et en janvier, c'est devenu illégal. Donc je découvre que j'ai une cousine américaine. Donc je rentre en contact avec cette cousine et je lui dis écoute, je pense que quelqu'un dans la famille a fait une gestation pour autrui. Est-ce que tu sais de qui ça parle? Bon, voilà. Oui, parce que d'ailleurs, ce test ADN, en fait, il vous indique que vous avez 0% d'origine française. Exactement. En fait, je suis lituanienne, norvégienne, je suis suisse, parce que je suis franco-suisse américaine en réalité, parce que mon père biologique est suisse. Je suis, voilà. Donc, je vois que j'ai pas de sang français.
je commence bon, déjà ma première réaction, c'est vraiment, j'ai un soulagement qui est immense, hein, parce que c'est 30 ans de questionnement et de se dire, parce qu'avant de prendre le test, j'ai eu peur. Je me suis dit, si je prends le test et que ça revient et que je suis en fait française et que toutes ces années, j'avais menti à tout le monde, que j'étais une imposteur, j'avais peur. Et puis, donc, je prends ce test, je vois qu'il n'y a pas de sang français. Ma première réaction, c'est yes, j'ai eu raison. Et en fait, ce que je ne savais pas que le test ADN pouvait faire, c'était de nous mettre en relation avec des correspondances ADN. Je savais pas du tout. Et je vois, je découvre avec, en fait, mon cœur, c'est vrai, se plonge. Je regarde ça, je vois une cousine, je vois que je suis matchée avec une cousine dans le système et un oncle. Donc je contacte cette cousine et puis cette cousine me met en relation en fait avec mon demi-frère qui me met en relation avec mes demi-sœurs et mes demi-sœurs qui me mettent en relation avec ma mère porteuse, ma mère biologique dans mon cas. Et qu'est-ce que vous avez ressenti justement quand vous avez commencé à discuter avec votre mère biologique? Alors au début, j'y croyais pas. Je vous avoue, c'est vrai que quand on reçoit un message de sa mère biologique au bout de 30 ans, on a un petit peu mal au ventre. On stresse un peu. Il y a de la joie. Il y a aussi beaucoup de peine. Il y a un petit peu de colère. Un peu de tout. Un gros melting pot d'émotions qui surgissent et voilà. Donc je vois son message parce que c'est elle qui est venue me contacter. Ce n'est pas moi qui ai fait la démarche de la contacter. Par pudeur, par respect aussi, parce que je me suis dit, au bout de 30 ans, peut-être qu'elle n'a pas envie d'entendre parler de moi, et c'est son choix. Elle a fait un choix de me laisser à la naissance. Je partais du principe que c'était à elle de me contacter. Donc elle me contacte, je suis évidemment un petit peu dévastée, et puis elle a été adorable. Elle a été adorable parce qu'elle a répondu à la quasi-totalité des questions que j'avais depuis que je suis née, comme si elle savait que j'allais me poser ces questions. On le lit dans le livre, on voit les échanges. Et aux questions que je lui demande, elle répond très ouvertement, avec beaucoup d'émotion aussi. Et ce fut une conversation extraordinaire, parce que c'était des questions dont j'avais besoin des réponses à ces questions. C'était obligatoire pour pouvoir me construire, enfin me reconstruire du coup. Oui, c'était des questions en fait dont vous attendiez les réponses depuis des années. Bien sûr, toutes basiques, des questions que tout le monde se pose. Comment est-ce que je suis née? Comment s'est passée la naissance? Comment s'est passée la grossesse? Des questions ridicules. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes lire? Quels sont tes hobbies? Quelle est ta couleur préférée? Et ça explique beaucoup de choses aussi chez moi. Non, je sais pourquoi j'aime la couleur violette. Je sais pourquoi j'ai ces hobbies-là. Je sais pourquoi j'aime autant les animaux. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, ça vient de ma mère. Donc vous vous êtes trouvé plusieurs points communs. En fait. On a énormément de points communs, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qui est incroyable, parce que ces points communs, on pourrait dire que c'est pas génétique. Aimer une couleur, c'est pas génétique. On pourrait penser aimer les animaux, c'est peut-être pas génétique, mais ça vient d'elle. Ça vient d'elle parce que et je ne trouvais ces réponses nulle part chez mon père biologique à la maison. Donc je sais à qui je ressemble aujourd'hui. Et puis j'ai eu la chance aussi, c'est que ma cousine Germaine, donc celle avec qui j'ai discuté au début, Jen, on va la nommer, elle est passionnée de généalogie. Donc en fait, elle a retracé tout notre arbre généalogique sur ce site. Donc j'ai les photos de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de mes arrière-arrière-grands-parents, et elle a retracé tout le monde sur je ne sais pas combien d'années. Et je suis tombée sur une photo de mon grand-père, et je suis la copie conforme. Et quand je dis la copie conforme de mon grand-père du côté maternel, quand j'ai regardé ça, j'ai pleuré. Parce que et là on se dit, enfin, je sais à qui je ressemble. Donc je sais à qui je ressemble d'un point de vue de mes hobbies, de mes goûts, mais je ressemble aussi physiquement à cette partie de la famille, à ce côté lituanien.
Donc ça a été un soulagement pour vous aussi. C'est plus qu'un soulagement. Parce que il n'y a pas que moi qui est impacté, il y a mes enfants aussi. Donc moi je ressemble à mon grand-père, mais je sais que ma fille, par exemple, qui me ressemble énormément, ressemble à ce côté-là de ma famille. Donc elle pourra un jour regarder ces photos, et elle les a vues d'ailleurs, et se dire « Ah, ok, ces traits-là viennent de mon côté de ma mère, et du côté lituanien de la famille. » Et c'est important pour sa construction à elle. Parce que j'ai fait ça pour moi, mais j'ai fait ça aussi pour mes enfants. Parce que moi, je ne sais pas je ne savais pas, je connaissais pas 50% de mes gènes, mais c'est aussi 25% des gènes de mes enfants. Donc, bon, il fallait aussi que je le fasse pour eux. Oui, c'est ce que vous dites dans le livre d'ailleurs, c'est que finalement vous l'avez fait pour éviter de transmettre les traumatismes que vous aviez subis à vos enfants derrière. Alors malheureusement, c'est fait. Ma fille, ces traumas sont transgénérationnels, notamment celui-là de l'abandon, et ma fille en souffre beaucoup. Mais grâce à ces découvertes, grâce aussi à l'écriture du livre, grâce à mon travail avec la Déclaration de Casablanca, donc en étant porte-parole et en luttant pour l'abolition universelle de la pratique, je me soigne moi-même avec ce traumatisme de l'abandon, en utilisant cette peine, ce traumatisme en force. Et en me soignant moi-même, je soigne aussi ma fille. Et petit à petit, elle va beaucoup mieux. Et j'en suis très fière. Et comment ont réagi votre père biologique et puis votre mère d'intention quand vous avez fait ces démarches et que vous avez retrouvé votre véritable mère? Mal. Mal. Mais parce que... Alors, mal, mais je vais prendre un petit peu de responsabilité aussi, et je vais prendre responsabilité d'ailleurs de mes actions, parce que je n'ai pas su les confronter directement avec les preuves que j'avais. Je n'ai pas su les confronter directement parce que j'avais peur de leur réaction. Je savais que ça allait dégénérer, je savais que ça allait causer des soucis, je savais qu'ils allaient mal réagir. Enfin, je pensais qu'ils allaient mal réagir, en tout cas c'était ma peur, ma crainte, c'était de les perdre complètement. Donc, pour ne pas les confronter en face, je me suis mis sur TikTok et j'ai commencé à faire des vidéos sur le sujet, où je commençais à me confier sur mon histoire, sur la GPA, sur mon demi-frère, sur ma mère biologique, sur mes conversations. Et en fait, malheureusement, ils sont tombés sur ces vidéos-là. Et quand ils sont tombés sur ces vidéos-là, ça a été catastrophique. Ça a été l'hécatombe. Vous avez eu l'impression d'être rejeté à nouveau, finalement? Pardon? Vous avez eu l'impression d'être rejeté à ce moment-là? C'était plus que rejeté, mais je pense c'est pas qu'ils me rejetaient, c'est qu'ils avaient peur que c'est un peu plus compliqué que ça. Ils avaient peur que j'étais en train de me venger contre eux. Que vous leur en vouliez. Exactement. En fait, c'était plus ça. Ils étaient en colère parce qu'ils pensaient que je me vengeais du fait de ne pas me l'avoir dit, ou du fait d'avoir fait une GPA, ou du fait... Et ça leur a mis du temps. Aujourd'hui, ils comprennent, parce que je le répète sans cesse, je ne me venge pas contre mes parents, je ne leur veux pas du tout. Je peux pas leur en vouloir de ce qu'ils ont fait. C'est comme ça. En 91, ma mère pouvait pas avoir d'enfants, ils avaient de l'argent, il y avait la GPA qui était disponible, ils l'ont fait parce qu'ils avaient l'argent. Et moi, je suis toujours en train de dire, je blâme les gouvernements qui laissent ça se produire. Donc ils se sont énervés, ils étaient en colère contre moi. Et donc ça a pété. Et puis malheureusement, aujourd'hui, on parle toujours pas. Voilà, on est toujours... Donc mes enfants voient leurs grands-parents parce que je pense que c'est important que mes enfants voient surtout leur grand-père maternel quand même, parce que c'est aussi c'est leur gène. J'espère qu'il pourra transmettre des choses à mes enfants, mais c'est aussi important qu'ils voient ma mère adoptive, commanditrice, comme vous voulez l'appeler, parce qu'elle a des choses à leur apporter aussi. Elle m'a vu grandir, donc elle me connaît, elle sait ce que j'aime, elle sait ce que j'aime pas, et puis elle va leur transmettre des choses.
Mais aujourd'hui, non, c'est toujours en froid, on parle toujours pas et ça va faire 1 an, un peu plus d'1 an et demi maintenant. Donc une blessure et qui n'est toujours pas refermée. Avec eux? Si, elle est refermée. Oui. Au début, on est un peu en deuil. C'est marrant d'ailleurs, hein. C'est un processus de deuil parce que c'est une relation qu'on perd. Et puis avec encore une fois la psychanalyse, avec de l'aide, bon, moi j'ai mon mari, j'ai mes enfants, donc je fais du sport, voilà, on se reconstruit et puis de petit à petit ça va mieux et aujourd'hui ça va très bien. Aujourd'hui j'ai plus de blessures à proprement parler. Et est-ce que votre mère biologique, quand vous l'avez contactée, donc qui vit aux États-Unis, elle vous a indiqué les raisons qui l'ont poussée à devenir mère porteuse à l'époque? Oui. Alors pour elle, c'était une question de... bon, après, je le raconte dans le livre. Hein, elle avait eu un fils qui est décédé quelque temps avant de faire une GPA. Donc elle pensait qu'elle redevait à la société un enfant. Que Dieu, bon, c'est dire, hein, que Dieu voudrait qu'elle donne un enfant à un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Voilà, sa raison à elle. Après, quand on creuse un petit peu, on sait que c'est par rapport à l'argent. Oui, c'est ce que vous dites dans le livre, c'est qu'elle vous donne cette explication-là, mais oui. que vous n'y croyez pas vraiment. Je ne crois pas du tout. On le sait tous que c'est pour l'argent. Enfin, on le sait tous. J'ai appris aussi, en discutant avec mon demi-frère, qu'ils ont une vie assez difficile de leur côté, que bon, ils n'étaient pas dans la pauvreté à vivre dans la rue, mais bon, qu'ils n'étaient pas non plus très très riches, et qu'elle avait besoin de cet argent pour élever ses enfants. Et puis, je découvre aussi que je ne suis pas la seule. Il y en a 2 autres d'enfants nés par GPA, apparemment. Donc elle a fait plusieurs GPA. De ce que j'ai compris. Donc oui, évidemment que c'était pour l'argent et j'en veux pas non plus, hein, parce que c'était une proie et c'est une proie pour le marché de la GPA. Elle était une proie facile. Aujourd'hui, on peut le dire, ces femmes-là le font uniquement pour l'argent. Oui, parce que vous soulignez ça dans le livre, que la décision de devenir mère porteuse, ce n'est pas tant un choix en réalité qu'une nécessité financière, puisque ce sont généralement des femmes qui vivent dans une forme de précarité, oui. Qui sont voilà pauvres et sans ressources la plupart du temps. Ah bah c'est exactement ça. J'ai encore à voir une avocate ou une ministre portée pour une pauvre. Je dis toujours ça. Le jour où je vois ça, ok, peut-être que je vais me remettre en question. Et encore, il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Mais c'est toujours une femme qui est plus pauvre que les parents commanditaires qui devient mère porteuse. Obligatoirement. Il y a un décalage au niveau économique qui est énorme. Et si vraiment, parce que on commence à me parler souvent on entend dans les médias français et autres, qu'il y a une sorte de GPA altruiste, éthique, mais elles sont rémunérées. Bon, elles sont rémunérées, indirectement, mais elles sont rémunérées. Elles sont défrayées d'une somme qui est colossale, qui n'est pas rien pour une femme qui n'a rien à la base. Quand on vous paye vos vêtements, votre loyer, votre facture de téléphone, quand vous payez votre nourriture, et que vous avez des enfants à côté qui ont besoin de vivre, oui, ces femmes ont recours à une GPA pour justement être payées de cette manière-là. Et puis en plus, il y a une GPA en ce moment, il y a la GPA éthique au Canada qui ressort beaucoup, où les gens disent que la GPA au Canada c'est la formule idéale, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a un gros problème dans cette loi au Canada, c'est que les parents commanditaires ne peuvent pas payer directement une mère porteuse, donc ils peuvent pas lui donner un chèque directement, mais par contre, ils peuvent virer de l'argent sur un compte bancaire aux États-Unis à son nom. D'accord. Donc, les dessous de table, il y en a. Et donc il y a une faille dans la loi quand même. Oui, donc c'est-à-dire que effectivement, quand on parle de GPA éthique, donc normalement ça veut dire que la mère porteuse n'est pas rémunérée directement. En réalité, il y a des façons de détourner. Elle est défrayée, oui, exactement. Et puis elle est défrayée à des sommes. En Angleterre, c'est un salaire. Ça équivaut à un salaire.
Donc une femme qui n'a pas de salaire, qui a besoin d'un salaire et qui est dans une précarité, elle se tourne vers la GPA et elle loue son corps pour avoir un salaire mensuel en portant l'enfant d'un autre. Donc c'est terrifiant, hein, c'est terrifiant. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que le prix d'un enfant issu d'une GPA est un sujet qui est tabou et que tous les acteurs sont très mal à l'aise quand on essaie de l'évoquer. Oui, c'est vrai que à chaque fois qu'on demande, c'est très vague. D'ailleurs, même moi, je sais pas combien je vaux. J'ai pas je sais que j'ai un certain prix sur ma tête, mais je n'ai pas le chiffre exact. Bah, même dans votre livre, ça vous dites que vous n'avez pas osé demander à votre mère biologique combien vous aviez coûté, entre guillemets. Non, je veux pas savoir. Moi, je veux pas savoir. Je sais combien mes parents ont investi, parce qu'ils ont dû investir dans une maison en Floride, ils ont dû investir dans des billets pour aller faire les allers-retours, ils ont dû investir dans la clinique de fertilité, ils ont dû investir... Donc, je sais à peu près combien ils ont dû sortir d'argent pour m'avoir. Une somme énorme. Donc, c'est suffisant. J'ai pas besoin d'avoir un prix exact. Parce qu'après, là, je pense que psychologiquement, ça en devient compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a un tabou sur le prix exact que les parents payent, les parents commanditaires payent. Je ne sais pas pourquoi. Sur les réseaux sociaux, des fois, je demande. J'en ai beaucoup qui viennent me voir et qui m'insultent ou qui essayent de me tacler. Et je leur demande souvent, mais j'aimerais voir vos contrats, montrez-moi vos contrats. D'ailleurs, la dernière fois que je suis venue sur Paris, j'avais donné un rendez-vous à un parent commanditaire. Je lui ai dit, écoutez, au lieu de m'insulter sur les réseaux sociaux, on se rencontre à un café, je regarde votre contrat et comme ça, vous pouvez me prouver votre bonne foi. J'avais rendez-vous au Sénat. J'ai dit, à 16h, on se voit à 16h, comme ça on discute et tout. Il est jamais venu. J'ai encore à voir son contrat. Et il a fait une GPA au Canada. D'accord. Voilà. Donc, c'est tabou. C'est tabou. Ils ne montrent pas leur contrat, jamais. Et ils ne parlent pas du montant précis qu'ils déboursent pour avoir leurs enfants. Vous dites dans le livre qu'en Californie, un enfant coûte à peu près entre 110 000 et 250 000 $. Oui. Une somme qui va comprendre en fait la rémunération de tous les acteurs qui sont impliqués, puisqu'il y a plusieurs acteurs dans le processus de GPA. Donc vous avez la mère porteuse, éventuellement les donneurs de gamètes s'ils sont différents de la mère porteuse. C'est ça. Et tous les cliniques, les laboratoires médicaux, puis les avocats qui justement sont chargés de rédiger les fameux contrats entre la mère porteuse et les parents commanditaires. Il y a tellement d'argent en jeu. C'est délirant. Et encore 250 000 $, c'est ce que coûte la GPA. Après, il y a des parents qui viennent de Chine, par exemple, qui achètent une maison aux États-Unis, comme mes parents ont fait, d'ailleurs. Ils ont acheté une maison aux États-Unis pour pouvoir, le temps de faire les papiers, s'installer correctement. Donc il y a énormément d'argent qui est déboursé. En Californie, c'est un petit peu différent parce que c'est vraiment la plus haute technologie en termes de GPA. On peut choisir la couleur des yeux, on peut choisir le sexe. Bon, ça se fait un peu partout, mais surtout la couleur des yeux, par exemple, de l'enfant. Choisir le sexe. On va bientôt pouvoir choisir, sélectionner les embryons selon le quotient intellectuel. Voilà. Donc ça va loin. Et on peut choisir aussi sur catalogue un des mères porteuses, mais deux aussi la donneuse de gamètes. Donc c'est qui va donner ses ovules. Et plus cette femme a fait des études, a fait Harvard, a fait Yale, a fait Stanford, a fait tous les Ivy League, les plus grandes écoles américaines, plus elle est belle, plus elle est grande, plus elle a les yeux bleus, plus elle est mince, plus les ovocytes vont coûter très très cher. Donc 250 000 $, ça peut même monter plus haut. Je crois que vous dites que simplement pour les ovocytes, ça peut aller jusqu'à 60 000 $, oui, en fonction justement de la beauté physique, du quotient intellectuel. Oui. Et puis il y a des cliniques qui font de la pub pour recruter des donneuses d'ovocytes et qui sont prêts à payer pour une ponction 220 000 $, selon vos critères physiques et intellectuels. C'est énorme. Et comment justement ces donneurs d'ovocytes, ces donneuses d'ovocytes ou les donneurs de sperme pour les hommes sont recrutés? Internet, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux. C'est placardé aussi. Il y a de la pub aux États-Unis, c'est légal. Contrairement en Angleterre, c'est illégal de faire de la publicité pour ça. Mais aux États-Unis, c'est complètement légal. Donc on voit un panneau publicitaire écrit on vous paye 220 000 $.
écoutez, 220 000 $, ça rembourse les frais de scolarité. Si elles ont fait Harvard, par exemple. Elles sortent d'Harvard, elles sont déjà endettées à vie. Et avec un cycle de FIV, elles peuvent, enfin de dons d'ovocytes, elles peuvent rembourser leurs frais de scolarité. C'est sûr que c'est alléchant pour certaines, et je peux comprendre. Hein. C'est des profs faciles. Et vous disiez tout à l'heure que donc les parents commanditaires avaient la possibilité de choisir en fait un certain nombre de caractéristiques physiques de leur futur enfant sur un catalogue. Et dans le livre, vous dites que c'est une pratique finalement qui rappelle l'eugénisme en réalité. C'est de l'eugénisme, pur et dur. C'est de l'eugénisme. On sélectionne un embryon pour qu'il soit absolument parfait et pour qu'on ait un bébé parfait. D'ailleurs, ça fait un petit peu peur. Ça nous rappelle des sombres moments de l'histoire, hein, comme je le dis, avec Hitler qui avait ses pouponnières et qui sélectionnait sur des critères assez précis pour avoir une race parfaite. Aujourd'hui, oui, on peut sélectionner, donc on a des catalogues de mères porteuses sur Internet, et quand on va dans les agences de GPA et on voit les photos de ces femmes, on voit leur poids, leur taille, leur travail, combien elles gagnent, quelle école elles ont fait, quelle est si elles ont une licence, si elles sont parties, elles ont fait un doctorat. On voit tout. On voit tout. Donc on sélectionne vraiment la femme parfaite pour faire l'enfant parfait. Et puis ensuite, il y a la sélection d'embryons. Donc ils vont créer des embryons et ils vont sélectionner qu'une infime quantité, pardon. Et puis ensuite, on va les classer selon leur degré selon comment ils sont, s'ils sont parfaits ou non. Voilà. On va les classer. Donc, oui, ça fait peur. Ça, c'est quelque chose donc qui se fait dans différents États aux États-Unis. Oui, bien sûr, mais dans d'autres pays aussi. Ça se fait en Ukraine, ça se fait un peu partout maintenant. Ça s'est démocratisé. Oui, parce que vous évoquez aussi d'ailleurs l'existence de fermes de mères porteuses. Bon, oui. Alors là, plutôt dans les pays du Sud généralement, où les femmes sont enfermées dans des appartements pendant les 9 mois de la grossesse. Ça, c'est l'Ukraine. Mais il y a eu 169 femmes trafiquées en Grèce en août 2023. C'est paru dans la presse française, mais bon, c'est un petit peu passé inaperçu. Donc 169 femmes qui ont été trafiquées, donc elles ont été prises de force d'Ukraine, de Roumanie, d'Albanie et d'autres pays. Et elles ont été prises, capturées, mises dans une clinique de fertilité en Grèce. Et elles ont été forcées de produire des bébés pour des étrangers, notamment des couples d'Australie, en grande majorité. Ce qu'on sait, et ce qui est important à dire, c'est que la Grèce a une GPA dite altruiste. Donc ça montre bien que de légaliser la GPA, même altruiste, ça ouvre la porte, une grande porte, au trafic d'êtres humains. Il y a eu un autre cas là très récemment de 100 femmes en Géorgie qui ont été trafiquées, donc elles ont été prises de Thaïlande, elles ont été ramenées de force en Géorgie, forcées à donner leurs ovules et à produire aussi des enfants pour des couples géorgiens, pour de la gestation pour autrui. Horrible. Et d'ailleurs, ça devient tellement un phénomène grave que la rapporteuse spéciale, c'est Rima Al-Zalem, qui est la rapporteuse spéciale aux Nations Unies de la violence faite aux femmes et aux filles. Elle va faire son rapport sur la gestation pour autrui en octobre 2025, qu'elle va présenter à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc c'est un sujet qui commence à être grave et qu'il faut prendre à cœur. Mais on sait que l'Union européenne justement a pris une directive, enfin mis à jour une directive l'an dernier, alors qui concerne uniquement la GPA dite forcée, qu'elle considère finalement comme au même titre que la prostitution forcée ou que l'esclavage. Hein. Pour nous, c'est toujours forcé. C'est toujours forcé parce que il y a toujours une pression derrière. Qui dit force dit pression, pression financière, pression de la famille, voilà, elles sont toujours sous pression ces femmes. On donne pas son corps comme ça, on se drogue pas d'hormones comme une vache, excusez-moi, mais c'est la vérité. Mais on se drogue pas d'hormones à ce stade. On
tombe enceinte, on subit tous les problèmes liés à la grossesse, on accouche, on donne notre enfant gratuitement. Ça n'existe pas. Donc pour nous, à la déclaration de Casablanca, que je représente, on part du principe que c'est toujours forcé. Maintenant, c'est vrai que la directive, elle est pas parfaite. C'est normal. Je sais que François-Xavier Bellamy, d'ailleurs, il s'est battu corps et âme déjà pour que ça puisse apparaître dans cette directive, mais c'est juste un pas en plus vers l'abolition universelle de la gestation pour autrui. Donc, en gros, cette directive, elle n'est pas parfaite, mais c'est un pas et on va continuer à avancer pour que ça soit pas juste la GPA forcée, mais la GPA qui soit condamnée par l'Union européenne. Vous parlez des hormones, en fait. Donc ça, c'est un sujet que vous traitez dans le livre aussi. Donc les mères porteuses, en fait, subissent des injections d'hormones plusieurs mois avant l'insémination ou l'implantation de l'embryon. Oui. Et vous dites qu'il n'y a pas de recul sur les éventuels effets secondaires liés à ces injections. Non, il n'y a aucun recul, il n'y a aucune étude. Alors, il y a un médicament qui est administré qui s'appelle Lupron, qui est très connu aux États-Unis. Lupron, c'est ce qu'on utilise quand on veut bloquer la puberté ou dans le traitement de cancer de prostate avancé. Mais par contre, la FDA, donc l'agence américaine de médicaments, ne l'a pas autorisé pour la gestation pour autrui. Mais il l'utilise dans ce cadre-là. Et il y a un groupe de femmes qui s'est construit sur Facebook, des coalitions contre ce médicament parce que ça a causé des effets secondaires absolument atroces, comme alors je sais pas comment on le dit en français, mais comme les os fragiles. Oui, la maladie des os de verre. Exactement, la maladie des os de verre, des maladies mentales, bref, une panoplie d'effets secondaires qui sont terribles. Et on continue à l'administrer à ces femmes. Mais sur les autres médicaments qu'on donne, sur les autres hormones, mais on voit, c'est des valises d'hormones on leur injecte. Hein, c'est terrible, c'est terrifiant. Hein. On n'a aucun recul, on n'a fait aucune étude, aucune. Et je ne comprends pas comment la médecine aujourd'hui puisse laisser des femmes s'injecter des doses d'hormones aussi importantes sans avoir pris le temps d'avoir fait des études sur le sujet. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, à part pour l'argent. Vous dites d'ailleurs dans le livre que les grossesses dans le cadre des GPA sont plus à haut risque que les grossesses traditionnelles. Oui. Elles le sont, oui, bien sûr. Elles le sont parce que ce n'est pas une grossesse naturelle. Donc, on va mettre un embryon dans le corps d'une femme et le corps va vouloir le rejeter. Donc c'est pour ça qu'on injecte des hormones pour que le corps puisse en fait on le dupe, puisse comprendre qu'il y a une grossesse et qu'il ne faut pas rejeter cet enfant. Ah oui, un peu comme dans le cadre d'une greffe finalement, on veut pas que on administre peut-être des médicaments anti-rejet. Exactement, c'est exactement ça. Pour pas que le corps rejette, c'est normal parce qu'on insère un corps étranger dans le corps de la femme. Et le corps se dit non mais il faut l'éliminer ce truc, c'est pas à moi, et puis biologiquement c'est pas le mien, c'est pas mes gènes, voilà. Donc il faut administrer ces hormones là à ces femmes. Et là on est dans le cadre d'une mère porteuse finalement dont ce n'est pas l'enfant, enfin qui n'a pas donné ses gamètes pour faire l'enfant. Oui, c'est ça, exactement. Et j'ai oublié la question. C'était sur le fait que les grossesses par GPA sont plus à haut risque. Oui, elles sont plus à haut risque de plein de choses, de prééclampsie, de diabète gestationnel. Enfin, la liste, elle est extrêmement longue, et puis de mort aussi. De mort. Il faut pas oublier qu'une grossesse, déjà à la base, c'est risqué. Hein, il y a des femmes qui meurent en couche tous les ans, mais une grossesse qui n'est pas naturelle, elle est plus à risque de mort. Voilà. Donc moi, je trouve ça terrifiant que certaines personnes puissent se mettre en danger une autre femme pour leur propre désir d'avoir un enfant. C'est-à-dire que autant dans une PMA, dans les FIV, c'est la femme qui prend les hormones, c'est elle qui va s'injecter les hormones, c'est elle qui va porter le bébé, c'est elle qui va prendre les risques, et elle connaît les risques, c'est son problème. Mais de là à prendre ces risques et à le mettre sur une autre femme et à mettre sa vie en danger, ça me terrifie. Ça me terrifie qu'on puisse faire ça pour le seul désir d'avoir un enfant.
Vous parliez de l'Ukraine tout à l'heure en disant que ça a longtemps été un Eldorado de la GPA en Europe. Alors, Toujours. même depuis la guerre avec la Russie, ça Alors reste ça a diminué un petit peu, mais non, on est toujours, c'est toujours, ils sont toujours là. C'est une mafia à ce stade. Hein. C'est terrifiant. Et d'ailleurs, bon après il y a eu, à cause de la guerre, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été laissés. Donc il y a des orphelinats d'enfants nés par GPA qui sont, maintenant ils ont 2-3 ans, hein, les petits. Et c'est-à-dire que les parents, le commanditaire, n'ont pas pu les récupérer. Non, mais ils ont pas pu ou ils ont pas voulu. Depuis la guerre avec la Russie. Exactement. Donc il y a une femme qui s'en occupe, à qui je pense aujourd'hui, qui est extraordinaire et qui tous les jours voit ses enfants grandir sans parents. Et bon, personne ne veut d'enfants de 3-4 ans à l'adoption. On veut tous... ceux qui veulent adopter, malheureusement, dans la vaste majorité, veulent des nouveau-nés. Donc ils sont là-bas et ils sont tout seuls, ouais. Mais l'Ukraine reste un plateau tournant du trafic d'êtres humains et de la gestation pour autrui, ouais. Bah, d'ailleurs, vous faites état dans votre livre d'une quelque chose qui est assez stupéfiant, c'est une offre promotionnelle publiée par une clinique en Ukraine en novembre 2021 et qui proposait une réduction pour un enfant né d'une mère porteuse ukrainienne à l'occasion du Black Friday. Ouais. Mais c'est là où on voit que c'est une transaction, que c'est là où on voit que c'est un marché, c'est de la commercialisation de l'être humain, on en fait de la pub, on en fait des discounts, on fait même, on rembourse même l'enfant s'il meurt dans les 2 ans. Il y a une clause dans une clinique de fertilité propose cette assurance où on rembourse la gestation pour autrui si l'enfant meurt dans les 2 années de vie. Ah oui, ça vous en parlez, je crois que c'est l'agence Just Life. Oui, horrible. Donc on a un SAV carrément. Donc l'enfant voilà, c'est comme, moi je le dis toujours, c'est comme une voiture, hop, ou votre machine à laver, voilà, dans les 2 ans, elle pète, hop, on appelle le SAV, on la remplace, ni vu ni connu, mais là on parle d'un enfant. On parle d'un enfant, c'est-à-dire qu'il meurt et on a le droit à une GPA gratuite. Comme si on pouvait se remettre comme ça de la perte d'un enfant. Ça me glace le sang. Ça me glace le sang. Que ça soit devenu un commerce aussi dégoûtant et qui manque d'humanité, c'est terrifiant. Oui, on voit que là, finalement, ils appliquent des techniques de commercialisation et de marketing pour des enfants. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et des fois même, on a 2 pour le prix d'un. Vous savez, on voit de tout, hein. Pour les naissances gémellaires, par exemple. Oui, exactement. Bon, celles-ci, elles sont encore plus à risque, hein, évidemment. Ces femmes-là, elles prennent 2 fois plus de risques pour donner naissance. Donc ça se fait plus trop. Ils essayent de ne plus trop en faire, mais ça continue quand même. Ça continue quand même, surtout dans des pays qui sont plutôt pauvres. Et d'ailleurs, vous consacrez plusieurs pages dans votre livre aux clauses des contrats qui sont passés entre donc les mères porteuses et puis les parents d'intention, enfin les commanditaires des GPA. Oui. Et vous dites que ces contrats imposent beaucoup de contraintes aux mères porteuses et qu'ils contiennent parfois des clauses qui sont inqualifiables sur le plan éthique. Pour moi, la totalité du contrat est inqualifiable d'un point de vue éthique parce que on commercialise le corps d'une femme. On voit que c'est de la vente d'enfants, on voit que c'est, enfin voilà, bon, enfin bref. Mais c'est vrai que du côté de la femme, il y a des clauses. Encore une fois, il faut lire le livre pour les voir, qui sont terrifiantes. Je vais peut-être donner celle qui me terrifie le plus pour moi. C'est celle où, si malheureusement la mère porteuse tombe malade pendant la grossesse. Et qu'elle a besoin, elle tombe dans un coma, qu'elle est sous respiration artificielle. Elle est obligée, le choix de débrancher ne revient pas à la famille de la mère porteuse, mais aux parents commanditaires. Ça, pour moi, à titre personnel, c'est la pire clause que j'ai pu voir. Ils ont droit de vie ou de mort, en fait. Ils ont droit de vie ou de mort sur la mère porteuse. Et ça montre à quel point elles ne sont pas considérées. Elles sont traitées comme des incubateurs. Ni plus ni moins. Et ça, c'est une clause qu'on retrouve fréquemment ou qui est rare dans ce type de contrat? Alors, c'est une clause qu'on retrouve aux États-Unis.
Après, ça va dépendre des pays, ça va dépendre de plein de choses. Mais quand je vois beaucoup de personnalités publiques qui viennent me dire qu'aux États-Unis c'est fabuleux, c'est grandiose, c'est très protégé, la mère porteuse est protégée, c'est fabuleux, non, non. Quand on lit les contrats, on peut pas dire que c'est fabuleux. C'est atroce. Et est-ce que si l'enfant ne satisfait pas, par exemple, les désirs des commanditaires de la gestation pour autrui, est-ce qu'ils peuvent obliger la mère porteuse à avorter, par exemple? Oui. Oui, absolument. Donc si par exemple l'enfant a une trisomie 21, ce qui peut arriver, les parents commanditaires ont le choix de faire avorter la mère porteuse. Si il y a, je sais pas, ils ont inséré, ils ont implanté 2 embryons dans le ventre de l'enfant et qu'ils se décident qu'ils en veulent qu'un à la fin, ils peuvent décider d'avorter un seul des 2 enfants. En fait, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit sur ce qu'il y a dans le ventre de la femme et aussi sur ce que fait la femme pendant la grossesse. Donc la femme et ce qu'elle porte leur appartient pendant toute la durée de l'implantation jusqu'à l'accouchement. Oui, oui. Et même après, parce qu'elle doit donner son lait aussi, des fois dans certains cas. Vous dites qu'il y a des clauses aussi justement concernant le régime alimentaire pendant la grossesse, l'interdiction de boire certaines tisanes, je crois. Ah non, mais on peut même pas prendre une tisane à base d'herbe. On peut pas aller prendre un Doliprane. C'est pas possible. On a mal à la tête. Ces femmes ont mal à la tête. Elles ont besoin d'être soulagées d'un maux de tête ou de nausées. Elles veulent quelque chose pour les soulager. Elles veulent aller prendre un médicament qui a pas besoin d'ordonnance. Elles ne peuvent pas. Elles n'ont pas le droit. C'est interdit dans les clauses du contrat. Elles sont obligées d'aller voir le docteur des parents commanditaires et avoir l'autorisation pour ensuite aller chercher ce médicament-là. Oui, d'ailleurs, ça fait sauter le secret médical aussi. C'est-à-dire que les commanditaires sont au courant de l'état de santé. D'absolument tout. Ils sont au courant d'absolument tout. Et vous précisez aussi dans votre livre que ces contrats de GPA, ils prévoient systématiquement la cession des droits parentaux, donc de la mère porteuse aux commanditaires, hein, et qui peuvent aussi interdire à la mère porteuse de contacter l'enfant par la suite. Alors ça c'est typique. C'est typique. La mère porteuse, elle cède ses droits parentaux. Ça c'est typique dans n'importe quel contrat. Et le fait de ne pas contacter l'enfant, c'est aussi typique. Ça revient unique. C'est les parents d'intention qui décident oui ou non si la mère porteuse peut avoir des contacts avec l'enfant. Bon. Après ça c'est assez. On le lit de partout. Mais si, par exemple, elle veut revenir en arrière, que je sais pas, elle est prise de regrets pendant la grossesse et qu'elle veut revenir en arrière, qu'elle veut rembourser les parents d'intention, qu'elle veut garder cet enfant, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se rétracter. Et ça, c'est là où je dis, ce n'est pas du consentement quand on peut pas se rétracter. Oui, vous dites que c'est pas un consentement éclairé, que c'est un initié, vous dites. Ah bah oui, bah bien sûr. Mais même quand vous achetez n'importe quoi, vous achetez un produit, vous avez 15 jours de rétractation. Vous avez là on a un enfant dans le ventre, il grandit dans notre ventre, on s'attache peut-être à lui émotionnellement et on n'a pas le droit de se rétracter. Non. Non. Là on parle de vie humaine et elles ne peuvent pas. Donc à la naissance, elles sont obligées de donner leur bébé. Et est-ce qu'il y a des clauses qui interdisent à la mère porteuse de prendre l'enfant dans ses bras après l'accouchement aussi? J'en ai pas vu. J'en ai pas vu à titre personnel. Après, c'est au bon vouloir des parents d'intention. C'est eux qui décident, normalement. Et on en voit qui les prennent et il y en a qui ne les prennent pas. Et je pense que celles qui les prennent pas dans les bras, c'est celles justement qui se sont attachées et qui psychologiquement se sont mis une barrière pour garder des distances. Est-ce que ça vous dit dans votre livre que c'est une des questions qui vous a le plus hanté au cours de votre vie, c'était de savoir comment s'est passée la séparation avec votre mère au moment de l'accouchement finalement? Ah oui, ça a été... je me suis joué cette scène dans ma tête depuis que j'ai pris connaissance de la gestation pour autrui. Je me suis joué cette scène dans ma tête plusieurs fois. Je voulais savoir comment ça s'était passé. Et c'est vrai que ma mère porteuse a refusé de me prendre dans les bras parce que justement, elle le dit elle-même qu'elle m'aurait jamais lâché. Et ça montre bien qu'il y avait un attachement émotionnel.
Et vous dites d'ailleurs que c'est cette absence finalement de continuité entre la grossesse et puis l'environnement postnatal qui peut aussi induire par la suite ce sentiment d'insécurité et puis d'abandon chez l'enfant né par GPA. Alors moi, à titre personnel, j'ai 3 enfants. Donc je sais que quand ils grandissent dans notre ventre, et ça a été prouvé, le lien maternel fœtal a été prouvé des millions de fois. On ouvre Google, il y a 1000 recherches, des publications qu'on peut lire. Il y a un lien qui se crée in utero, le bébé sent sa mère, mange ce qu'il mange, il entend sa voix, il entend son cœur. C'est normal. Et puis c'est instinctif. Le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il veut? Il veut sa mère, il veut son sein, il veut sa peau, il veut son odeur. C'est pour ça que on nous bassine pendant 9 mois. Moi, j'étais enceinte 3 fois. 3 fois, j'ai fait les cours préparatoires à l'accouchement. On nous bassine à nous dire, il faut du pot à pot, il faut donner son lait, il faut leur parler, il faut leur chanter, il faut les bercer, il faut les prendre dans les bras, ils nous ont bassinés de ça. Et dans la gestation pour autrui, on enlève tout ça, comme si c'était plus important. Non, l'enfant, il veut sa mère, il a cette connexion déjà in utero, même si la mère en a peut-être pas, mais cet enfant-là va rechercher la mère qui lui a donné naissance. Et c'est cet arrachement à la naissance qui cause le traumatisme de l'abandon, qu'on revoit chez les personnes qui ont été abandonnées. On voit que chez les personnes qui ont été abandonnées, il y a 4 fois plus de tentatives de suicide. Parce qu'ils ont été arrachés de leurs racines, de leur mère, de leur identité, qu'on a falsifié leurs documents, et que voilà. Pourquoi ça ne se passerait pas chez les enfants nés par GPA? Et pourtant, les enfants qui sont adoptés, généralement, sont adoptés dans des familles qui sont aimantes, qui essayent de faire de leur mieux. La gestation pour autrui, c'est pareil. Les parents, ils sont sûrement aimants, et ils essaient sûrement de faire de leur mieux. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant ne souffre pas. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne parleront jamais parce que on a ce conflit de loyauté avec nos parents qui est trop important pour parler. Alors qu'est-ce que c'est justement que ce fameux conflit de loyauté? Ce conflit de loyauté qu'on retrouve chez les personnes adoptées, comme chez les personnes nées par GPA, comme aussi les personnes nées par don de gamètes. Hein, je parle à beaucoup d'enfants qui sont nés comme ça. C'est-à-dire qu'on sait que nos parents ont investi beaucoup d'argent sur nous, on sait qu'ils ont investi du temps, on sait qu'ils ont fait des efforts pour nous avoir, on sait qu'ils ont tout fait pour nous avoir, donc on a l'impression qu'on leur doit notre vie. Et du coup, on parle pas. Et du coup, on se renferme, et du coup, toutes nos émotions qu'on a à l'intérieur de nous, les questions, et ben on n'en parle pas, parce qu'on leur doit la vie. On pense qu'on leur doit la vie. J'en suis un peu la preuve vivante, j'en ai parlé, j'ai perdu mes parents. C'est un risque qu'on prend quand on commence à parler des choses négatives de la gestation pour autrui ou de l'adoption ou des dons de gamètes ou voilà. C'est très dur. Oui, ça peut générer un sentiment de culpabilité aussi chez ces enfants vis-à-vis de leurs parents à l'adoption. Je parle à des enfants qui sont nés par GPA. On a un groupe et ils parleront certainement jamais. Jamais. Parce que ils sont contre la gestation pour autrui, ils ont subi des traumatismes. Pour certains, c'est un peu comme moi, hein, c'est dépression, alcool, drogue, viol. Voilà, on est quasiment toutes pareilles. Hein, ces personnes-là et moi, on est quasiment toutes pareilles. Mais ils ont peur de perdre leurs parents. Certains sont encore rattachés financièrement à leurs parents, donc ils ont encore ça, et ils peuvent pas partir parce que ils ont besoin de ces finances-là. D'autres ont peur de faire de la peine à leurs parents. Ils aiment leurs parents, ils veulent pas leur faire du mal en parlant à voix haute, donc ils ne parleront jamais. Et donc c'est un cercle vicieux qui fait que je connais plein d'enfants nés par GPA, mais qui se tairont à jamais. Et c'est triste. Et est-ce qu'ils sont plus à risque de faire des tentatives de suicide que les enfants nés de grossesse naturelle? Alors moi je suis pas, j'ai pas fait d'études, hein. Je suis pas scientifique, je suis pas psychologue, je suis pas psychanalyste, mais en tout cas ceux à qui j'ai parlé, oui, en effet, oui, ils sont beaucoup plus fragiles mentalement, ils sont même extrêmement fragiles mentalement. Et c'est la chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai été suivie, j'étais très 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 suivie médicalement parlant,
J'ai été très suivie aussi par mon mari, par ma belle-mère, et puis ensuite les gens de la déclaration de Casablanca qui, eux, m'ont apporté un soutien incroyable. J'ai des féministes qui aussi m'ont soutenue. Donc en fait, j'avais un filet de sécurité autour de moi dans lequel je me sentais en sécurité pour parler librement et sans restriction. Et c'est toute cette coalition de personnes autour de moi qui ont fait que j'ai pu parler et j'avais pas peur de perdre mes parents. J'avais plus peur de perdre mes parents. Je savais que ça allait arriver, mais j'avais ces gens-là qui étaient autour de moi et qui me soutenaient. Et ces autres enfants qui sont nés de GPA n'ont pas ce soutien-là. Moi, je suis très chanceuse. Vous racontez dans le livre, il y a plusieurs années que vous avez vous-même finalement à un moment eu des pensées noires et que vous avez fait une tentative de suicide à l'époque. Ouais, plusieurs même. Oui, plusieurs. Ça a été... parce qu'à un moment donné, on ne sait plus qui on est. C'est trop, ça devient trop. Dans la tête, ça devient trop. Il faut s'imaginer... on voit... parce que c'est dur de vivre avec une vision de nous... Enfin, c'est dur de vivre et de connaître la vérité, donc de savoir ce qu'on est, et de vivre avec une version de nous qu'on nous dicte qu'on est. Donc on vit avec deux versions différentes de nous-mêmes, constamment, dans la tête, c'est très très dur. Donc pour s'évader, pour essayer de sortir la tête de l'eau, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est tout ce qui va avec, et puis à un moment donné c'est trop, et parfois on n'a plus envie de vivre parce qu'on n'y arrive plus, j'y arrivais plus, j'étais fatiguée, honnêtement j'étais fatiguée de vivre, j'étais fatiguée j'en pouvais plus, donc j'ai tenté de me ôter la vie plusieurs fois, et bon après on s'en sort avec de l'aide, mais ça a été des moments particulièrement difficiles à vivre. Ouais. Vous dites d'ailleurs que à l'époque vous n'osiez pas en parler avec vos parents. Là aussi, vous aviez peur de leur réaction finalement. J'ai toujours eu peur de la réaction de mes parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient pour m'élever, mais c'est vrai que c'était pas des parents en qui je pouvais me confier comme mes enfants se confient à moi aujourd'hui, par exemple. Donc j'ai beaucoup, et j'avais pas de frères et sœurs, j'avais pas beaucoup d'amis, j'en avais qu'une. D'ailleurs, elle est toujours là, elle est toujours présente aujourd'hui, c'est Caroline, et elle me supporte depuis 26 ans maintenant. C'est la seule amie que j'ai gardée. Donc, et puis en plus, elle est partie en Angleterre, donc il y a beaucoup de fois où je me suis retrouvée seule, et vraiment très seule. Et du coup, on fait des bêtises quand on est seul. On fait beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Et on est laissé avec ces idées noires. Mes parents, à l'époque, ne voulaient pas que je consulte de psy et de docteur pour essayer de m'aider. Donc voilà. Donc on se retrouve à faire des bêtises qui a failli me coûter la vie. Alors, vous évoquez aussi d'ailleurs dans le livre la façon dont les médias en France traitent les sujets liés à la GPA. Vous soulignez le fait que, alors vous dites, ils façonnent l'esprit des Français avec de belles histoires qui leur présentent la GPA comme quelque chose de merveilleux, sans jamais justement questionner un peu le point de vue éthique du sujet, et puis ni la manière dont la GPA peut affecter les enfants. En France, alors ce qui est pour moi incroyable, c'est qu'en France, la GPA donc est interdite. Une mère porteuse on peut pas recourir à la GPA en France, mais sur les plateaux télé, c'est la propagande pro-gestation pour autrui non-stop. C'est constant. C'est d'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre comment on peut promouvoir la GPA sur des plateaux de télévision, en plus, pour la grande majorité, subventionnés par les impôts des Français, pour une loi pour quelque chose qui est interdit en France. Je ne comprends pas.
Donc oui, il glorifie, il ne montre jamais les côtés sombres de la GPA, il parle jamais de ses clauses, il parle jamais de ces femmes qu'on abuse, il parle jamais de... Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est connu, qui a fait une GPA, qui est parti en Colombie, donc ils ont glorifié ça comme quelque chose d'extraordinaire, incroyable, magnifique. En Colombie, les femmes, c'est pas des femmes riches, c'est des femmes pauvres, qui sont, en plus là-bas, c'est les cartels qui régissent aussi les centres de GPA, c'est la mafia, c'est la Colombie, c'est pas le pays éthique de base. Donc si on va creuser dans cette GPA et qu'on regarde les contrats et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe là-bas, c'est pas aussi beau que ce qu'on aime montrer sur les plateaux de télé. Alors c'est bien beau de se montrer avec son bébé tout neuf, tout beau, qui sort du ventre de sa mère, mais il faut regarder en dessous ce qui se passe. Et ça, les médias français ne le montrent jamais, jamais. Ça me terrifie. Ça me terrifie, mais parce qu'il y a une comment dire, il y a une tendance avec les médias, voilà, d'essayer de promouvoir ça, de faire de la propagande pour que chez les Français, on voit que les belles histoires, on voit que le bon côté des choses, on voit la GPA comme quelque chose d'altruiste, beau, grandiose, extraordinaire. Et on montre pas les côtés sombres pour qu'ils ne savent pas, pour que les Français ne soient pas au courant de ce qui se passe vraiment. Et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on va dans la rue, on pose la question à un Français, est-ce que vous savez ce que c'est une GPA? Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une femme qui porte un bébé pour quelqu'un d'autre, c'est extraordinaire, c'est altruiste, c'est beau, c'est magnifique. Ou les gens vous disent non, je sais pas ce que c'est. Mais ils vont jamais vous dire les mauvais côtés, jamais, jamais. D'ailleurs, je crois qu'il y a un sondage qui avait été réalisé l'an dernier par l'Institut CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, Oui. Et qui indiquait que 59% des Français interrogés étaient favorables à la GPA. Oui, et 2 ans auparavant, c'était 71% qui étaient favorables. Donc je suis assez contente, parce que, bon, 59, ça paraît beaucoup, mais on part de 71%. Donc si on continue comme ça, écoutez, dans quelques années, on va tomber sous la barre des 50% et je serai très contente. Donc moi, je vois ça plutôt positivement à titre personnel, parce que quand on a sorti ce chiffre, les gens étaient là, oh mon Dieu, oh, quelle catastrophe. Moi, je dis non, c'est bien, c'est quand même, on a perdu quand même un certain nombre de points en 2 ans. Donc si on continue à exposer la GPA sur les réseaux sociaux comme on le fait, moi je le fais, la déclaration de Casablanca le fait, des associations féministes le font, et plein de personnalités publiques aussi, je pense à Didier Maïsto qui aussi a pris des positions assez fortes contre la gestation pour autrui. Si on continue dans ce sens-là, d'ici 2 ans, on peut sensibiliser les Français sur ce qu'est vraiment la gestation pour autrui. Et ça, c'est mon but à moi. Alors moi, j'ai été récemment, par exemple, en Espagne, à Barcelone, parler à des étudiants. C'est tout bête, mais faire un colloque à des étudiants en droit, donc les futurs avocats de demain en Espagne, ils sont sortis de là, ils savaient pas ce que c'était une GPA, ils ont entendu, ils ont écouté. Eux, ils avaient l'habitude, c'est des jeunes, ils ouvrent TikTok, ils sont blindés de choses pro GPA, donc ils pensaient être pour la GPA, ou ils savaient pas ce que c'était, ils sont sortis de là, ils sont tous venus me remercier en me disant écoutez, je savais pas que c'était ça vraiment la gestation pour autrui, merci de nous avoir éclairés. Donc il faut sensibiliser les Français, les jeunes, et vraiment, c'est tout bête, mais juste expliquer ce que c'est. Et de là, je pense que là, on va avoir un retournement dans les sondages très rapidement. Alors, vous avez rappelé que la GPA est interdite en France. Oui. C'est aussi le cas dans plusieurs pays d'Europe, Allemagne, Espagne, Italie, oui. Finlande aussi, je crois. Non, oui, l'Italie. Dans d'autres pays d'Europe, la pratique est encadrée, enfin le recours aux mères porteuses est encadré. Est-ce qu'il y a des moyens de contourner la législation française pour recourir à la GPA aujourd'hui? On va dans un autre pays, on revient avec un enfant. Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de lutter contre aujourd'hui. Il y a eu plusieurs projets de loi. Il y a un projet de loi de Valérie Boyer, une sénatrice LR, qui avait été faite en mai dernier. Bon, après, il y a eu tous les événements de cet été. Ça a été un bazar pas possible. Donc, le projet a été un petit peu avorté, entre guillemets. Bon, il est toujours là, mais il faut qu'on travaille dessus. Il y a un député du Rassemblement national qui est en train de préparer aussi un projet de loi. Donc, il y en a plusieurs qui sont sur le sujet, ce qui est assez chouette. Vous, en fait, vous souhaiteriez que les Français qui font une GPA à l'étranger et qui reviennent en France avec leur enfant
puisse être poursuivie derrière par la justice française. Exactement. Je pense que l'Italie, qui vient de passer une loi, d'ailleurs j'ai pleuré quand j'ai vu quand ils ont passé la loi parce que ça a été dur. Ça, c'est une loi qui est en vigueur en Italie maintenant. Ah oui, c'est en vigueur en Italie. Ça a été très long pour qu'elle passe parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de ne pas la faire passer. Mais aujourd'hui, un Italien qui fait une GPA en Italie est poursuivi, donc c'est poursuivi pénalement. Oui, parce que la pratique est interdite en Italie. En Italie. Mais s'il va ailleurs et qu'il revient avec un enfant, ça aussi, c'est des poursuites pénales. Amende, prison. Mais pour moi, c'est exactement ce qu'il faut en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, c'est interdit, mais il faut pénaliser les Français qui vont à l'étranger, qui reviennent avec un enfant, parce que c'est trop facile. On exploite une femme à l'étranger, on revient avec un bébé, et tout va bien. C'est hypocrite. On va pas dire, c'est la chose la plus hypocrite que... Pour moi, c'est terrible. Et ensuite, après ça, il faut aussi, pour moi, pénaliser les entreprises qui viennent sur le sol français et qui en font la promotion. Donc, il y a déjà le délit d'entremise, mais personne n'agit. À Paris, vous avez le salon Wish for a Baby qui fait la promotion, bon, dans grande majorité de la PMA, mais il y a des agences de GPA qui sont présentes et qui font la promotion de la GPA. Et la mairie de Paris ne fait rien. Rien. Alors j'ai eu une discussion avec David Lisnard, le président des associations de maires de France. Je l'ai prévenu, je lui ai montré. Je lui ai montré aussi les commerciaux qui agissent, qui sont basés aux États-Unis, mais qui viennent très souvent en France faire la promotion en France. Et je pense à un en particulier. Et il faut commencer à agir maintenant, parce que ça suffit. Donc il faut durcir les lois en France. Et je pense que l'Italie, vraiment, c'est le meilleur, c'est la loi la plus parfaite qu'on puisse créer pour la France. Mais vous dites aussi dans votre livre qu'il peut y avoir des détournements aussi de l'accouchement sous X en France. Oui. Et finalement qui s'apparentent à une forme de GPA déguisée. Hein. C'est ça. Alors, il y a eu plusieurs cas, dont une qu'on a vue dans les journaux récemment qui s'appelle Julie. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais c'est une femme qui s'est confiée à moi il y a maintenant 1 an et qui se bat toujours pour récupérer son enfant. Donc c'est une femme, donc c'est des femmes qui accouchent sous X. Le père, mais qui en fait, donc le père génétique vient reconnaître l'enfant, et l'autre parent vient adopter l'enfant derrière. Si vous me comprenez bien. Donc c'est vraiment détourné. C'est-à-dire qu'en fait un couple, par exemple, qui ne peut pas avoir d'enfant, va faire appel à une femme. Femme, exactement, sur les réseaux sociaux. Un couple, peu importe, hétérosexuel, homosexuel, on s'en fiche. On a besoin d'une mère porteuse en France, mais ça c'est sur les réseaux sociaux. Hein. Vous pouvez le voir, vous pouvez ouvrir Mère porteuse France. Il y a un groupe Facebook qui est ouvert. La police fait rien, Facebook fait rien, tout va bien. Et on voit des femmes qui se rendent disponibles pour donc porter l'enfant dont les gamètes viennent viennent de l'homme, hein, généralement, du père ou un des hommes du couple homosexuel. Et puis ensuite, à la naissance, elle l'abandonne sous X. Le père biologique vient reconnaître l'enfant et le deuxième parent, femme ou homme, vient reconnaître l'enfant derrière en l'adoptant. Donc c'est détournement de la gestation pour autrui pure et dure. Et ça existe. C'est assez fréquent. Et je pense aujourd'hui très fortement à cette Julie dont je vous parle, qui aujourd'hui en fait, donc elle a été, ça a été très compliqué pour elle parce que bon, elle a fait ça pour un couple homosexuel. Et elle a abandonné ses droits sur l'enfant, évidemment. Et puis maintenant, aujourd'hui, elle se bat pour récupérer son enfant. Son enfant qui est autiste en plus, qui souffre. Le père biologique en plus est décédé, donc c'est le père non biologique qui l'élève. Il y a un nouveau père qui s'est greffé avec. Bref, les services sociaux sont mêlés. C'est un bazar pas possible. Et ça a été, pourtant, on voit bien clairement que c'est une GPA déguisée. On a les captures d'écran. Elle a été devant les tribunaux, mais aucun tribunal n'a tranché en sa faveur. Et ce qui est d'ailleurs incroyable, parce que c'est prouvé que ça a été une GPA déguisée.
Mais les tribunaux ne font rien. Vous parliez des couples homosexuels qui peuvent recourir à Oui. la GPA, hein, comme les couples hétérosexuels. Bien sûr. On entend parfois justement des gens qui dénoncent la GPA et qui sont taxés d'homophobie quand elle concerne justement des couples homosexuels. On avait eu le cas avec Marion Maréchal Le Pen l'an dernier, hein, qui avait réagi sur un post sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est le couturier Jacques Mu et son mari qui annonçaient la naissance de leurs jumeaux, et puis elle avait posé la question où est la maman, et ça avait fait un tollé et on l'avait accusé d'homophobie. Hein. Oh, oui, à ce moment-là aussi, j'avais été accusée d'homophobie, de fascisme, Oh, ça a été très mouvementé, oui, c'est vrai, mais elle a raison. Elle a raison. Cet enfant, où est la maman? On a arraché un enfant de sa mère à la naissance. Mais que ça soit un couple hétérosexuel comme homosexuel, à titre personnel, la question était légitime. Hein. J'aurais posé la même question. Et à chaque fois que je vois un enfant, comme Paris Hilton qui a eu recours 2 fois à une mère apporteuse, parce qu'elle a peur de l'accouchement, mon Dieu, donc elle préfère faire prendre le risque à une autre femme, parce qu'elle a peur, donc vaut mieux déléguer cette peur à une autre femme. Les Kardashian... il y en a plein de couples hétérosexuels qui ont recours à la gestation pour autrui. Et la question, c'est toujours la même. Où est ma maman? Parce que la mère est toujours celle qui donne naissance à l'enfant. Mater semper certa est. La mère est toujours connue. Et ça, c'est un principe c'est là depuis la nuit des temps. La mère est toujours celle qui accouche de l'enfant. D'ailleurs, il y a eu récemment des cas en Argentine. Il y a eu un retournement de situation en Argentine. Je ne sais pas si vous avez suivi. Non. Alors, suite à la loi en Italie qui est passée, il y a eu un jugement à la plus grande cour en Argentine qui a jugé que sur un certificat de naissance, on ne pouvait pas enlever le nom de la mère porteuse. Impossible. Donc ça a bloqué la totalité des gens qui ont fait des GPA en Argentine parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer en France ou dans d'autres pays, hein, peu importe, parce qu'en fait, pour pouvoir voyager, il faut la mère porteuse. Ou pour pouvoir retranscrire l'acte de naissance dans un autre pays, il faut la mère porteuse sur place. Et ils sont coincés en Argentine, et la situation en Argentine est très délicate. Il y a des gens qui ont été débarqués des avions, c'était un foutoir pas possible. Oui, parce qu'en droit français, il doit y avoir une transcription justement ouais. de l'acte de naissance. Et pour avoir aussi les passeports, pour avoir les papiers, pour... Vous dites d'ailleurs dans le livre que la jurisprudence a changé en France ces dernières années, qu'il y a eu des modifications. Oui. Bah, aujourd'hui, on peut retranscrire facilement des actes, plus facilement, on va dire. Des actes de naissance d'enfants nés par GPA à l'étranger. Oui, ce qui est aussi une hypocrisie totale. Bon, après, on est obligé... Enfin, comment vous dire? Une fois que l'enfant est là, c'est compliqué. C'est compliqué, on peut pas lui dire qu'il n'existe pas. Donc c'est pas de sa faute à lui. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'agir en amont. C'est d'interdire ces gens-là d'aller recourir à une gestation pour autrui en France, et après de mettre la France devant le fait accompli avec l'enfant qui est là, qui a rien demandé et qui a besoin de papier. Aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye de pousser avec la déclaration de Casablanca, c'est ça qu'il faut faire, c'est d'agir en amont. Pas une fois que l'enfant est là et qu'il faut retranscrire son certificat de naissance. Ça n'a aucun sens. La déclaration de Casablanca, je précise parce que vous l'avez cité plusieurs fois, c'est une organisation internationale, une coalition finalement de c'est une ONG aujourd'hui qui milite pour l'abolition universelle de la GPA. C'est ça. On a commencé en mars 2023. 3 mars 2023, c'est un groupe d'experts, de psychologues, de docteurs, d'avocats, de juristes, bref, il y avait une centaine d'experts qui se sont mis autour de la table et qui ont discuté et qui ont vu que, alors tous des spécialistes de la GPA, hein, je précise, et qui ont vu que voilà, on avait un problème global, c'est mondial, la GPA c'est devenu mondial, on a un marché qui grandit de jour en jour et qui est estimé à plus de 100 milliards en 2032, et j'ai vu une nouvelle étude qui a vu que ça allait monter jusqu'à 195 milliards en 2034. Donc voilà, on voit que c'est quand même un marché global et on a besoin d'une réponse globale, et la réponse globale, c'est un traité international. Donc on s'est mis à travailler sur l'élaboration d'un traité international et aussi de voyager de pays en pays pour discuter avec des gens décisionnaires,
pour voir comment on peut faire avec les États pour les réunir autour d'une table et discuter de ce sujet et enfin de pouvoir interdire ce trafic d'êtres humains une bonne fois pour toutes. Et est-ce qu'il y a des lobbies justement, peut-être par exemple à la Commission européenne, à Bruxelles, qui cherchent à influencer l'Union européenne pour qu'elle pousse à la légalisation de la GPA pour les pays membres, puisque vous l'avez dit, c'est un marché de environ 100 millions de dollars d'ici 2032, voire davantage. Oui, et aujourd'hui on est à peu près à 20 milliards. Donc il y a milliards, aussi pas millions, milliards. Milliards de dollars. Ouais. milliards de dollars. Donc oui, bah oui. Oui, aujourd'hui on est confronté à des lobbies qui sont d'une virulence. Ils sont extrêmement virulents. Ils sont terrifiants. Ils sont menaçants. Ils sont très très durs. Et je pense aujourd'hui encore une fois à cette rapporteuse spéciale RIM qui subit des pressions parce qu'elle a annoncé suite à la découverte de ces 100 femmes qui ont été forcées en Géorgie à produire des enfants. Donc elle a annoncé qu'elle allait faire son rapport sur la gestation pour autrui à présenter à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Aujourd'hui, elle subit des pressions énormes pour pas sortir ce rapport. De la part de qui? De la part de lobbies divers et variés que je ne citerai pas, qu'on connaît très bien. Mais nous aussi, on fait du lobbying. Hein, mais on n'est pas aussi... on va pas dans la menace. Peut-être pas les mêmes moyens financiers. Alors déjà, on n'a pas les mêmes moyens financiers, ça c'est sûr et certain. On peut pas les battre, c'est pas possible. Mais en plus de ça, on n'est pas comme ça. C'est-à-dire que nous, on est plutôt de l'autre côté. On essaye d'être gentil, même des gens menaçants qui m'ont menacé, même des gens qui ont menacé ma famille, parce qu'on menace ma famille, on menace mes enfants, on me menace soi-même. C'est-à-dire, on vous menace de mort. De mort, oui, bien sûr, de mort. Bien sûr. Mais c'est des techniques qu'ils utilisent pour tout le monde. C'est des menaces de mort, c'est pénible, des insultes, Ça se passe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Ouais. Jusqu'au jour, c'est pour ça que j'essaie de garder j'essaie de protéger mes parents de tout ça. C'est pour ça que j'essaie de protéger aussi mes enfants de tout ça. C'est pour ça que j'essaie de faire ce que je peux, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais ils essayent de me faire taire et c'est normal. Et moi, je suis qu'une personne. Mais mais ils font ça à l'échelle de l'Union européenne, des Nations Unies, ils sont aux Nations Unies, à l'Union européenne, ils sont de partout. Ils sont de partout. Ils sont ici en France aussi, hein. On a des associations qui militent, qui lobbyent pour que la gestation pour autrui passe, très fortement, de façon très violente, qui m'ont attaqué aussi, et je sais qu'ils se reconnaîtront quand je dis ça, qui ont essayé de me piéger une fois, ça n'a pas marché, donc ils sont passés à autre chose. Mais c'est pénible. C'est pénible parce qu'ils envoient des journalistes aussi, donc nous poser des questions un petit peu particulières pour essayer de nous piéger sur d'autres sujets. Alors on dirait une complotiste quand je dis ça, mais c'est vraiment ce qui se passe. Hein. J'ai vécu des choses complètement délirantes. D'ailleurs, je pense que ça s'entend à ma voix, mais j'étais sidérée par ces actions parce que ce n'est pas du tout notre manière de faire. Nous, on est pour l'abolition universelle, on veut l'abolir. Mais j'ai pas envie de me battre avec les gens. Je vais pas aller insulter les gens comme ça. Je vais pas les menacer. On n'est pas dans l'agressivité. On est plutôt dans la douceur, dans l'accompagnement, dans la compréhension. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'on va pouvoir abolir la GPA. C'est par le biais d'être constant, d'être gentil, d'être dans la compréhension et dans l'amour pour l'autre aussi. Et qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui sont favorables à la GPA et puis qui vous reprochent de manquer d'empathie éventuellement vis-à-vis des personnes qui recourent à la GPA parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen d'avoir un enfant? Alors je manque pas d'empathie, ça c'est faux, déjà. Je comprends ce qu'ils ressentent. Je peux comprendre que l'envie d'avoir un enfant, c'est quelque chose qui est en nous. On a envie de procréer, c'est normal. On est humain, on est là pour se reproduire en tant qu'espèce. Ça fait partie de nous. Donc je les comprends, je les entends, j'entends leurs souffrances. Je peux tout entendre. Vraiment, je le comprends. Ce mal d'enfant, je l'entends. Néanmoins, avoir un enfant n'est pas un droit. Je le dis tout le temps. C'est pas un droit. Les enfants ont des droits, les femmes ont des droits.
Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas avoir d'enfants qu'on doit trépiner sur le droit des femmes et des enfants. C'est pas quelque chose que je peux entendre. Je peux entendre la souffrance, je ne peux pas entendre piétiner sur le droit des enfants et des femmes. C'est impossible. Oui, parce que vous dites dans le livre aussi qu'on vit dans une époque où la société de consommation est très développée et où la frustration est devenue insupportable. Oui. Frustration qui peut aussi avoir lieu par rapport au désir d'enfant, si on ne peut pas en avoir. Oui, bien sûr, mais c'est frustrant. C'est pire que frustrant. Ça fait mal. Moi, j'ai des proches qui ont eu du mal à avoir des enfants. Moi-même, j'étais supposée ne pas en avoir. Hein. Je suis atteinte d'endométriose profonde, dépistée très tôt, avant d'avoir des enfants. La question s'est posée avec mon mari. Écoute, si on peut pas avoir d'enfants, qu'est-ce qu'on fait? On adopte ou on n'en aura pas. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Jamais dans ma tête, à un moment, je me suis dit on va mettre de côté, comme ça je vais pouvoir louer une colombienne pour me donner un enfant. Non, parce que pour moi c'est pas éthique. Donc c'est frustrant de ne pas pouvoir, mais ça fait partie de la vie. Certains peuvent en avoir, certains ne peuvent pas en avoir. C'est triste, c'est pas juste. Malheureusement, la vie est injuste et il faut vivre avec. Oui, vous, ce que vous dites, ce n'est pas parce que la technologie nous permet de faire quelque chose qu'on doit nécessairement le faire si ce n'est pas éthique ou moral. Je vais comparer ça avec la vente d'organes. C'est pareil. Parce qu'on peut réguler éthiquement la vente d'organes. Alors je suis sûre que ça peut sauver la vie de petits-enfants qui ont besoin d'une greffe de poumon ou de foie ou de rein ou que sais-je. Mais est-ce que légaliser la vente d'organes, est-ce que ça serait bon pour notre société? Non. Mais c'est frustrant d'avoir son enfant sur un lit d'hôpital qui attend une greffe pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est compliqué de voir son enfant mourir. C'est difficile, c'est frustrant, ça cause de la peine, c'est horrible. Mais à côté de ça, on peut pas légaliser la vente d'organes parce qu'on sait qu'on va avoir des gens qui seront en situation, qui auront des situations économiques catastrophiques, qui vendront leurs organes pour survivre, pour vivre. Et voilà. Donc il y a un moment où il y a la dignité humaine et on peut pas outrepasser la dignité humaine. On peut pas. Alors peut-être pour conclure, quel est le point le plus important que nos auditeurs devraient retenir concernant cet entretien et la GPA selon vous? Pour moi, c'est qu'il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux sur ce qu'est la GPA. Il faut arrêter d'allumer la télévision, de regarder les émissions magnifiques qui glorifient la gestation pour autrui. Éteignez vos télévisions, ouvrez des livres, prenez mon livre Où es-tu maman, où je vous explique un petit peu mon parcours, ce que c'est une gestation pour autrui, et aussi j'explique ce qu'est la gestation pour autrui, est-ce que c'est vraiment. Vraiment, il faut commencer à s'instruire, voilà, à s'instruire, à lire, à ouvrir Internet, à faire ses recherches et à comprendre que la gestation pour autrui, c'est de base non éthique. Et on ne peut pas laisser ce trafic d'êtres humains à ciel ouvert, comme ça, continuer sans militer pour son abolition. Merci beaucoup pour votre éclairage, Liliane Morel. Merci beaucoup. Avec plaisir.